Donc je suis un membre de longue date du comité para, je suis aussi assistant en psychologie clinique de formation et voilà, je vais parler un peu de mon travail aujourd'hui. Ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans un SAR, je vais vous expliquer ce que c'est un SAR. Et on va parler donc de justice restauratrice, entre autres choses, au travers de l'exemple de l'encadrement des mineurs délinquants par les SAR en Belgique. Donc, alors je précise en Belgique francophone parce que c'est un peu différent du côté néerlandophone. Il y a une scission à ce niveau-là, même si une grande partie en fait, des choses sont quand même similaires au niveau de l'aide à la jeunesse. Voilà, alors je vais commencer par définir quand même un petit peu la question de justice. Donc il y a 3 types de justice en gros. Il y a un premier type de justice que vous connaissez déjà, qui est la justice rétributive. Donc ça c'est le système que vous connaissez. Donc en fait si on transgresse la loi, il y a une enquête, un jugement, des sanctions, éventuellement des peines de prison ou des amendes. Donc en fait l'idée c'est qu'on punit le citoyen qui ne respecte pas la loi et on estime que c'est à lui de changer, à lui de se réformer et qu'il est capable en tout cas de ne pas avoir fait les erreurs qu'il a fait. Donc là il y a une question de responsabilité individuelle qui est quand même à une place centrale et il y a aussi peu de place pour les victimes dans ce processus. On peut dire d'une certaine manière que pour la justice rétributive, en fait c'est l'État qui est la victime et pas le citoyen. Donc si vous êtes victime d'un vol avec violence dans la rue, quelque part vous n'êtes pas vraiment la victime principale, c'est l'État qui est victime parce que vous transgressez la loi qui est instaurée par l'État. Et donc vous avez assez peu de place dans le processus qui se passe par la suite. Vous portez plainte, vous êtes entendu par la police et après tout ce qui se passe jusqu'à la décision finale, au jugement, vous en serez très peu informé et vous n'aurez plus aucune place dedans. Donc ça c'est le système de justice rétributive qui est celui qui est le plus classique. Alors on va parler plus de justice restauratrice aujourd'hui. Alors c'est quoi la justice restauratrice ? C'est une autre manière de penser la justice avec une philosophie assez différente. Ici l'acte illégal il est vu plutôt comme un conflit entre des personnes et au sein d'une communauté. Et cet acte, il a abîmé les relations entre les personnes et on va essayer de les réparer en passant aussi par la relation. Alors ici, la punition, ce n'est pas le but principal, mais l'idée, c'est plutôt de favoriser un dialogue entre les personnes concernées pour essayer de les amener à construire une réparation, souvent accompagnée par un médiateur, une médiatrice. Alors ici, on va parler plus de médiation pénale pour mineurs, qui est un petit peu une exception en fait, dans la justice restauratrice, parce qu'elle existe dans le système judiciaire, alors que la plupart de la justice restauratrice, c'est plutôt quelque chose qui se fait en dehors de la justice. Donc il se fait avec un médiateur, mais entre les personnes elles-mêmes, souvent sur base volontaire. Ici, c'est un petit peu différent, puisque ici, ça va être une démarche qui est lancée essentiellement par les parquets ou par les tribunaux. Alors ici, dans la justice restauratrice, la responsabilité individuelle elle reste importante, mais la dimension sociale et communautaire prend beaucoup plus de place. Et vous verrez pourquoi par la suite. Donc ici, les victimes ont beaucoup de place, contrairement au système classique, et elles ont en fait la même place que les auteurs dans le processus et vont vraiment être mobilisées de la même manière. Et puis vous avez un troisième type de justice. Alors, je pense que c'était important de le présenter, même si je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la justice transformative. Donc ici, c'est une version encore plus élargie de la philosophie de la justice restauratrice. Ici, l'idée, c'est que la responsabilité individuelle, c'est vraiment un aspect parmi d'autres, et que la dimension sociale et communautaire, elle est à prendre en compte, et on cherche surtout à comprendre en fait, les causes des problèmes au niveau plus large, au niveau de la société dans son ensemble. Et donc, on va penser en termes de pauvreté, de politique de l'État, de système de pouvoir et de domination aussi, de discrimination. Et le but de ce mode de justice, c'est d'essayer d'aller vers une correction du système tout entier. Donc ce sont des actions qui visent vraiment à faire changer la culture en elle-même et la faire évoluer vers un autre type de justice. C'est probablement le type de justice qui est le plus théorique, le plus abstrait et qui est le plus difficile à mettre en œuvre. Il y a quand même quelques exemples de ce type de justice qui existe. Alors je vous en donne un ou deux. Vous avez ce qu'on appelle les cercles de victimes, par exemple. Donc là, l'idée, c'est que vous avez des victimes qui rencontrent des auteurs,
qui ne sont pas les auteurs des faits que les victimes ont vécus, donc vous ne rencontrez pas votre auteur, mais ce sont des groupes qui se rencontrent, par exemple des auteurs qui sont en prison, et on les amène à rencontrer des victimes de faits en fait, divers pour qu'ils puissent avoir un dialogue et une compréhension commune, un échange autour du vécu de victimes et du vécu aussi d'auteurs pour que les gens puissent se comprendre et faire évoluer en fait, leur vision des choses par rapport à ça. Donc ça, c'est un exemple en fait, d'un moyen qui vise plutôt à faire évoluer les pensées des gens de manière générale et pas à réparer un conflit entre une personne A et une personne B et que ça reste à ce niveau-là. On peut aussi citer en fait, le dialogue public. Donc, quand je dis dialogue public, c'est plutôt par rapport à des fonctionnaires de l'État et des réparations entre États, notamment par rapport au colonialisme. Je pense à des restitutions, notamment d'objets volés, qui est quelque chose qui se fait beaucoup ces derniers temps. Donc ça, c'est un exemple aussi de justice transformative, puisqu'il y a une action publique de l'État pour reconnaître des torts et pour les réparer, en tout cas au moins partiellement, par des actes publics. Et donc ça amène une transformation au niveau de la société, en tout cas c'est le but. Voilà, donc ça c'est pour vous permettre de distinguer quand même un peu justice restauratrice et justice transformative. Alors parfois on utilise le terme justice restauratrice ou restaurative, en gros ça veut dire la même chose, donc ne cherchez pas trop de distinction à ce niveau-là. Alors, comme on va parler ici des jeunes mineurs délinquants, je vais quand même vous donner quelques petites références de droit. Donc essentiellement, en fait, ce qui structure la protection de la jeunesse en Belgique, c'est la loi de 8 avril 1965, et puis il y a une mise à jour aussi en juin 2006. Donc dans cette loi, on trouve plein de choses différentes. Alors je vous en cite quelques-unes qui sont probablement les plus importantes. Il y a pas mal de grands principes qui sont assez modernes pour l'époque. Notamment, il y a l'idée que les adolescents ou les adolescentes qui ont commis un fait qualifié infraction, alors on utilise le terme fait qualifié infraction pour les mineurs. Donc les mineurs qui ont commis un fait qualifié infraction doivent être éduqués, responsabilisés, réinsérés socialement, en tenant compte de toutes les causes de la délinquance. Voilà, alors la phrase est assez dense, mais il y a beaucoup de choses importantes dedans. Donc, éduqués parce qu'on considère qu'ils sont encore en cours d'éducation, donc contrairement à des adultes qui sont supposés déjà être éduqués, ici on considère qu'il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Au niveau des responsabilités, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas entièrement responsables de leurs actes, notamment parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait éduqués, mais aussi parce qu'en fonction de l'âge, on a des capacités différentes, des capacités d'empathie qui sont différentes, des capacités de compréhension de la loi qui sont différentes, etc., mis à part l'éducation. Et donc la responsabilité n'est pas la même que pour les adultes. Ils ont aussi le droit de se faire entendre tout au long du processus. Donc on essaye, en fait, en tout cas les tribunaux essayent de donner la parole aux jeunes tout au long du processus, d'une manière ou d'une autre. Et ils sont assistés gratuitement par un avocat. Ça c'est aussi quand même très important, puisque l'avocat est censé du coup pouvoir les conseiller sur ce qu'ils ont le droit de demander ou pas, ce qu'ils ont le droit même de contredire, puisque les jeunes peuvent aussi du coup aller en appel s'ils ne sont pas d'accord avec les décisions. Un autre principe très important, c'est que les parents sont responsables des actes de leurs enfants, jusqu'à preuve du contraire, et ils peuvent également recevoir un soutien éducatif ou se le voir imposer. Voilà, donc on considère par défaut que les parents sont responsables des actes de leurs enfants. Donc si vos enfants font des dégâts et qu'il y a des factures à payer, c'est vous qui devez les payer. Jusqu'à preuve du contraire, c'est parce que vous pouvez aussi, même si en réalité c'est relativement rare, vous pouvez en tant que parent aussi tenter de prouver que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour éduquer votre enfant et que donc vous n'êtes pas responsable de ces actes. C'est une option qui est peu utilisée mais qui existe et qui peut dans certains cas aboutir et avoir du sens. Et donc les parents peuvent recevoir un soutien éducatif et se le voir imposer. On a aussi des possibilités d'imposer aux parents des mesures éducatives qui travaillent sur tout le système familial et pas uniquement avec l'adolescent, parce qu'il y a quand même une reconnaissance du fait que les parents peuvent aussi être en difficulté pour plein de raisons différentes, et pas uniquement parce qu'ils sont maltraitants ou parce qu'ils sont absents, ou voilà, parce que parfois ils sont simplement en difficulté et ils ont besoin aussi d'une aide à ce niveau-là. Donc là, il y a un panel de mesures éducatives qui existent aussi pour les parents, qui sont offertes ou imposées. Alors la délinquance est-elle un phénomène fréquent ? Pour vous donner une idée en termes de chiffres,
Donc dans la fédération Wallonie-Bruxelles, là je prends des chiffres qui datent de 2023, qui sont les derniers chiffres publiés par l'administration, on a à peu près 2% des jeunes en fédération Wallonie-Bruxelles qui ont été pris en charge par l'aide à la jeunesse. Ça représente à peu près 24 000 jeunes en 2023, donc c'est une photographie à un instant T. Dans ces 2% de mineurs pris en charge, on trouve une grande majorité de mineurs en danger. Donc la plupart des jeunes dont s'occupe l'aide à la jeunesse, ce sont des mineurs en danger. Donc des enfants qui sont maltraités, qui ont des parents qui sont décédés, ou qui sont partis, ou qui ne s'occupent pas de leurs enfants, ou plein d'autres choses du genre. Donc des mineurs qui ont besoin d'une aide. Et il y a une petite partie de ce qui reste, donc en fait à peu près 5%, qui sont pris en charge pour des faits qualifiés infractions. Donc les mineurs délinquants, ça représente 5% de ce qui est pris en charge par l'aide à la jeunesse, ce qui fait plus ou moins 1150 jeunes à peu près. Donc de nouveau en 2023, photographie à un instant T, on a 1150 jeunes qui sont quelque part dans le système de l'aide à la jeunesse en tant que mineurs délinquants. On a aussi un tout petit chiffre où les deux sont combinés, parce que vous pouvez aussi avoir un mineur en danger et qui commet un fait qualifié infraction, et donc il y a un statut particulier. Donc il y a des mineurs en danger qui ont aussi commis un fait qualifié infraction, et donc ils sont aussi mineurs délinquants en même temps, et où il y a une combinaison de deux types de prise en charge. Alors quel est le profil des jeunes pris en charge pour un fait qualifié infraction? Bon, je vais vous donner des infos très larges, il y aurait beaucoup plus à dire, mais je vous ai fait une petite synthèse des choses importantes. La première chose, c'est qu'on a 93% de garçons, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de filles du côté des mineurs délinquants ou délinquantes. Au niveau de l'âge, on est entre 12 et 18 ans pour la plupart. Exceptionnellement, il y a des jeunes qui sont un petit peu plus jeunes, uniquement en médiation, parce qu'il y a des possibilités de faire des médiations avec des jeunes légèrement plus jeunes que 12 ans. Pour le reste, par contre, ce n'est pas possible. Je vous détaillerai après ce que c'est médiation et les autres choses qu'on fait. Et il y a aussi des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans, simplement parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les prolongations des mesures. Donc le juge peut décider de prolonger les décisions qui ont été faites avant, en tout cas de les rendre actifs jusqu'à 20 ans. Donc si par exemple, avant vos 18 ans, vous avez une peine, je ne sais pas moi, de faire une prestation, donc il y a un travail bénévole, et que vous ne l'avez pas fait à vos 18 ans, le juge peut décider donc cette prolongation des mesures, donc vous êtes tenu jusqu'à 20 ans de faire votre prestation. Par contre, tout ce qui est après 20 ans, s'il y a des nouveaux faits, là, le jeune sera quand même jugé en justice adulte, même s'il y a encore un dossier ouvert du côté jeunesse. Alors le retard scolaire est souvent important. La majorité des jeunes qu'on voit sont en retard scolaire, parfois de plusieurs années, parfois des décrochages complets. Ça, c'est quand même une problématique qui est vraiment très très répandue. On a une majorité de familles précarisées économiquement et socialement. Ça, c'est aussi un facteur qui est quand même vraiment très très répandu. Au niveau de l'origine et du temps passé en Belgique, on a des profils très variés. Donc là, ça suit un peu aussi les vagues d'immigration. Donc quand j'ai commencé à travailler il y a 15 ans, ce n'était pas forcément les mêmes publics que maintenant. Voilà, donc ça suit un peu évidemment l'actualité des migrations, mais on a des jeunes qui sont en Belgique depuis très longtemps, d'autres qui sont arrivés récemment, voire parfois des MENA, donc des mineurs non accompagnés, sans papier, sans parents, etc. Il y a un petit peu de tout à ce niveau-là. Une majorité des faits, ce sont des vols avec violence, des questions de stupéfiants et atteintes aux personnes. Donc souvent, ces faits sont commis en groupe. Il y a des faits qui sont commis individuellement, mais ce n'est pas la majorité. Et on a aussi évidemment tous les autres types de faits, même s'ils sont plus rares. Ça représente vraiment la majorité des faits qu'on voit. Mais sinon, il y a un peu de tout. Ça peut être des faits de mœurs, ça peut être tentative d'assassinat, etc. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, des crimes informatiques, voilà, c'est juste plus rare. Le temps de prise en charge moyen de ces jeunes, c'est à peu près 6 mois dans le système. Voilà. Il y a des jeunes qui sont pris en charge pendant plusieurs années. Il y en a d'autres qui sont là 3-4 mois si c'est vraiment un fait unique, avec vraiment des dossiers très légers, entre guillemets. Mais voilà, la moyenne c'est 6 mois, mais ça peut quand même pas mal varier, notamment pour les jeunes qui ont des placements longue durée. On peut avoir un jeune qui est placé pendant 1 an en IPPJ, et là ça va prendre plus de temps. Je vous dirai aussi ce que c'est IPPJ dans quelques instants.
Alors, quelques facteurs corrélationnels du comportement délinquant. Donc, ça veut dire quoi, les facteurs corrélationnels? Donc, ce sont en fait des probabilités. Donc, quand les mineurs présentent certaines caractéristiques, la probabilité d'avoir un comportement délinquant à un moment ou à un autre augmente. Voilà. Donc, c'est ça une corrélation. Alors, les corrélations importantes, c'est quoi? C'est d'abord être un homme. Bah oui, donc la majorité des criminels sont des hommes. Ça, c'est le plus gros facteur corrélationnel. Sinon, il y a le milieu précarisé économiquement et socialement. Donc ça joue effectivement beaucoup aussi. La majorité des mineurs délinquants sont issus de milieux précarisés. Le fait d'avoir une personnalité antisociale, donc entre guillemets psychopathie, donc ça on est plutôt du côté de la psychiatrie. Personnalité antisociale, en très résumé, ça veut dire une incapacité à avoir de l'empathie pour les autres. Donc si vous n'avez pas de capacité d'avoir de l'empathie pour les autres, vous avez une probabilité plus importante d'être délinquant ou criminel adulte. Je dis bien une probabilité parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'empathie, qui sont jamais criminels, qui sont parfois chefs d'entreprise ou milliardaires, voilà, ils font partir des fusées. Alors, QI inférieur à la moyenne, donc ça aussi c'est un facteur de délinquance. De nouveau, attention à ce que je dis ici. Je ne veux pas dire que si on a un QI inférieur à la moyenne, on va être délinquant, mais ça augmente la probabilité. Voilà. Attitude violente avant l'adolescence, ça c'est un facteur très important aussi. Donc les enfants donc, qui avaient déjà des problématiques de violence avant l'adolescence, c'est un facteur qui prédit assez fort une continuation en tout cas de la violence par la suite. Donc ça c'est souvent à prendre en charge d'abord au niveau des mineurs en danger pour que ça ne devienne pas trop grave par la suite. Les troubles psychiatriques, donc il y a aussi une augmentation des probabilités pour la délinquance pour certains troubles psychiatriques, de type schizophrénie par exemple. Voilà, bah évidemment, si vous avez une altération en fait, de votre perception des gens, de votre perception du monde, bah, ça peut, dans certains cas, de nouveau, amener à des comportements violents, pour les mineurs comme pour les adultes. Les parents désinvestis ou absents, ou violents, ou même criminels, ça effectivement c'est des facteurs qui sont aussi importants. Si vous avez des parents qui dans leur discours en fait font une promotion de conduite antisociale, ce que je veux dire par là c'est que vous avez des parents qui vont parler d'actes délinquants qu'ils font eux-mêmes ou qui vont tenir un discours négatif sur la justice, sur le fait d'être un citoyen entre guillemets respectueux des règles, etc. Ça aussi augmente la chance de délinquance. Et puis des parents simplement qui ne sont pas là ou qui sont désinvestis. Si vous avez des enfants qui sont un peu abandonnés à eux-mêmes et qui traînent dans la rue, ben vous avez plus de chances qu'ils deviennent délinquants, notamment à cause du facteur suivant, donc l'environnement de quartier criminogène. Donc si vous avez des enfants dans un quartier difficile avec des populations précarisées, genre Molenbeek, Anderlecht, etc. Si vos enfants traînent dans la rue assez souvent et que vous les laissez passer leur mercredi après-midi quelque part sur une place avec des gens que vous ne connaissez pas trop, ben vous avez une chance assez importante qu'une partie des personnes que vos enfants vont croiser seront eux-mêmes des jeunes délinquants. Voilà, c'est comme ça. Et donc, bah, c'est sûr que la fréquentation d'autres délinquants augmente votre chance vous-même de vous retrouver dans des faits de délinquance. Et donc, on peut voir parfois des jeunes qui eux-mêmes n'avaient pas de projet ni de volonté particulière de commettre quoi que ce soit de délinquant, mais ils vont simplement se retrouver à suivre en fait un effet de groupe ou d'autres jeunes qui leur mettent la pression en leur disant « Viens, on va faire un vol, on va piquer ça, on va piquer un sac » ou un truc comme ça. Et ils vont suivre parfois simplement parce qu'ils n'osent pas dire non, ou parce qu'ils ont envie de s'intégrer dans le groupe et donc ils vont vouloir montrer qu'ils sont capables de faire ce qu'on les met au défi de faire. Et donc vous avez des profils comme ça de jeunes qui arrivent comme ça devant les juges, simplement parce qu'ils ont suivi ce qu'on leur proposait. Il y a plein d'autres facteurs aussi, je ne vais pas développer plus que ça, il faudrait une conférence entière pour en parler. Mais ça, en tout cas, vous avez déjà les principaux. Alors, je vais vous passer maintenant une petite vidéo qui est le témoignage d'un jeune qui a été enregistré par un autre service en fait, de Bruxelles. Le témoignage est plus ou moins flouté puisque je n'ai pas le droit de vous diffuser en fait, l'image. Mais vous allez voir, c'est un jeune qui explique tout son parcours et qui est passé par des bandes urbaines à Bruxelles, il y a pas mal d'années déjà.
et c'est un témoignage qui permet de comprendre un peu justement le vécu des jeunes et comment ça se passe pour eux, comment est-ce que leur vie se transforme en rentrant en fait dans les bandes et puis en sortant par la suite. J'ai été interpellé par la police, placé dans des centres, dans plusieurs centres fermés, comme Ouvert, comme Everberg, Braine-le-Château ou Frépont encore. Et donc voilà, c'est ce genre de choses. Enfin, je me suis retrouvé membre d'une bande. Et donc en groupe, on avait des activités telles que ça, comme des vols avec violence, enfin, bagarre. Et donc à force, on se fait toujours attraper, hein. On n'échappe pas. Et donc voilà, j'ai été placé plusieurs fois avant de comprendre vraiment que c'était pas ma voie. À l'époque, moi, je faisais pas trop, je considérais pas trop le côté justice, on va dire, et ainsi que les conséquences. Ce qui fait que la police venait chez moi et je n'ouvrais pas la porte, ou je leur disais que je vais pas ouvrir, qu'ils partent, ou des convocations que je répondais pas. Et c'est fou d'ailleurs, même quand je le dis maintenant, je, je réalise, c'est des souvenirs comme ça qui reviennent dans la tête, même maintenant que je le dis, je me dis vraiment que j'étais fou à l'époque. Tout ça a servi qu'à s'abîmer, qu'à se pourrir soi-même, de, de faire une victime. C'est, c'est, Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est être égoïste, c'est ne penser qu'à soi, ne pas penser à cette personne qui voulait peut-être juste pas se séparer de ses biens, mais c'est ne pas penser à sa famille, à l'impact, c'est être égoïste, c'est vraiment... C'est tout ce qu'il faut pour créer le dégoût de soi. Ça me dérangeait par rapport à ma mère, tout ça, d'avoir à défiler devant elle avec des menottes, ou même des fois, elle pouvait être avec ses amis à la maison, et moi peut-être je suis pas là, mais on m'a attrapé par la police, je suis au commissariat et ils vont faire une perquisition. Et donc elle sera là avec ses amis, et puis la police débarque, ça fait... Enfin tout ce genre de trucs, l'image après qu'elle a... C'était plus... ce qui m'affectait plus, c'était ma mère que moi, quand j'avais des confrontations avec la police. Moi personnellement, ça m'affectait pas vraiment, mais c'était plus ce que ça faisait à ma mère. Ouais, c'était plus ça. Et donc autour de moi, j'avais qui? J'avais les gens de cette bande que je faisais partie, et j'avais ma famille. Parce que c'est la seule chose que tu peux avoir autour de toi, dans la rue. De toute façon, c'est la seule chose que tu peux avoir autour de toi, qui est toujours là avec toi. C'est ces personnes avec qui tu vas faire ces choses, et la famille. Et donc, en faisant bien le tri, c'est pas la famille qui est là pour te détruire. Non. Je savais que je représentais comme une déception pour la famille, on va dire, par rapport à les attentes qu'ils avaient de moi. Et donc, quand j'étais devant eux, dans ma tête, je me disais que je les décevais, mais qu'eux, ils ne pouvaient pas me comprendre aussi. Je me disais qu'il faut de l'argent, et que j'aurais de l'argent, que après ça, ma mère, elle oublierait enfin toute cette période. C'était des illusions, on va dire, tout ça, parce que quelle façon de consoler sa mère avec de l'argent sale. Et donc, c'est ça. Mais pourtant, ma vie de famille, je la vis juste maintenant, depuis presque 3 ans, enfin.
Ouais, depuis 3 ans, depuis que j'ai décidé de prendre compte de tout ça, de ces paroles que ma mère elle me disait. Et c'est là enfin que je ressens cette vie de famille, que je me plaignais même de ne pas avoir. Pourtant, c'est pas comme si je participais à l'avoir. Personne m'a forcé à faire quoi que ce soit, c'est moi-même. Parce que quand on est dedans aussi, on a une certaine image en nous et une certaine l'image dehors qu'on doit montrer, plus l'image en nous qu'on doit garder, qu'on doit pas trop montrer, qui fait que on est habitué psychologiquement à pas être sociable. Moi-même, j'ai commencé à faire attention à tous les détails, à comment je marchais, comment je regardais les gens. Enfin, c'est les sacrifices que j'ai faits en me disant, faut plus que je marche comme ça, faut plus que je parle de cette façon, que je regarde les gens comme ça. C'est pas la même chose qu'avec sa mère où tu as envie, où tu te dis, ouais, je vais montrer un autre aspect de moi à ma mère, mais à partir du moment où tu réalises que même quand tu le veux, tu n'arrives pas. C'est que tu es trop habitué à plus à être ouvert avec les gens, à être enfermé. Donc tout ça, ça joue dans ta tête. Ou partout où tu vas, tu auras cette mentalité en toi, tu auras cette personne, cet autre toi que tu as voulu créer, mais qui est finalement resté à la fin et qui a pris le dessus sur l'autre. Mais c'est mieux pour moi, pour les gens qui comptent, qui tiennent à moi, de fréquenter autre chose. On se rend compte toujours trop tard que quand, quand on fait du mal, on se dit qu'on peut le rattraper, mais souvent, quand le mal est fait, il n'est pas rattrapable. Franchement, c'est dommage parce que quand on s'y retrouve, c'est, comment dire, c'est comme cette... des jeunesses gâchées pour rien, des jeunes qui peut-être avaient d'autres potentiels, des choses plus intéressantes à montrer que de la violence ou cette image d'eux qui ne sont pas vraiment. Faut être bien dans sa tête, faut vraiment être tranquille, faut être bien dans sa conscience. Faut pas être, parce que c'était comme ça, faut pas être le type qui sait que dans sa tête qui a fait du mal un peu partout et que s'il marche à tel ou tel enfin qui sait qu'il doit toujours regarder derrière en marchant, il va pas bien avancer dans la vie parce qu'il va trop se méfier des gens et peut-être un jour quelqu'un sera vraiment là pour t'aider, mais parce que tu n'avais pas vraiment confiance en lui, tu es habitué à trop te méfier et tu vas laisser cette chance passer devant toi. Voilà, vous pouvez voir en tout cas, enfin il y a plein de choses intéressantes dans ce témoignage. Et on peut voir en tout cas le poids en fait, du parcours. Une fois que les jeunes sont rentrés dans un parcours, qu'ils ont pris l'habitude, qu'ils se sont installés dedans, qu'ils ont modifié leur attitude, leur manière de communiquer, leur image d'eux-mêmes, que ça peut prendre un certain temps pour en sortir et être assez difficile. Et qu'il ne suffit pas à un moment d'un arrêt et d'un juge qui dit maintenant c'est fini, t'arrêtes pour que magiquement ça puisse changer, ça prend parfois du temps. Une chose dont il ne parle pas, mais qui existe aussi, c'est que les autres jeunes de la bande, s'il était dans une bande, c'est aussi possible que quand lui il veut arrêter, les autres après lui mettent la pression, le menacent, viennent devant sa maison, menacent sa famille, etc. Ce qui n'aide pas non plus évidemment à changer. Ça c'est quand même quelque chose qui est fréquent, et notamment pour l'instant avec le grand nombre de faits de drogue et de réseaux qui s'organisent autour de la drogue. C'est des réseaux qui fonctionnent beaucoup en mettant la pression sur les personnes pour qu'elles continuent. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu théorie, je vais vous parler de choses un petit peu plus concrètes et vous expliquer un peu le parcours finalement de ces jeunes dans le système de l'aide à la jeunesse. Donc ça commence évidemment par une plainte ou par une arrestation en flagrant délit. Donc si on a un jeune qui fait, je sais pas moi, un vol de sac par exemple dans la rue, voilà, il se fait arrêter. Il y a une plainte qui est déposée par la victime et cette plainte elle arrive au parquet jeunesse. Et donc le parquet jeunesse, si vous voulez, c'est un peu la garde de triage. Donc le parquet jeunesse, il reçoit les plaintes et il décide de qu'est-ce qu'on fait avec ces plaintes. Est-ce que c'est classé sans suite? Est-ce qu'on prend des décisions? Est-ce que c'est envoyé vers le tribunal parce que ça a un sens ou pas? C'est pareil pour les adultes. Voilà. Donc le parquet jeunesse, donc il a plusieurs options. Il peut classer sans suite. Il peut aussi faire une offre de médiation.
Donc les offres de médiation, c'est donc un dialogue entre la victime et l'auteur qui est accompagné. Je vous en reparlerai un petit peu juste après. Et il peut renvoyer vers le tribunal de la jeunesse qui, lui, peut prendre toute une série d'autres décisions. Donc le parquet, c'est vraiment ce choix-là. Donc soit il va classer, soit il va renvoyer vers le juge, soit il peut faire une offre de médiation. Si le dossier est envoyé au tribunal, donc là, il y a le panel en fait, de possibilités s'ouvre très très fort. Je vous en ai mis quelques-unes que je vais vous expliquer, il y en a d'autres encore. Mais donc voilà, le juge de la jeunesse, en gros, il a un arsenal de mesures qu'il peut utiliser. Vous avez par exemple le placement en IPPJ. Donc le placement en IPPJ, c'est un enfermement donc pour les jeunes. C'est l'équivalent de la prison pour jeunes, si on doit dire ça de manière un peu caricaturale, même si c'est beaucoup plus éducatif qu'une prison. Donc il y a différents types d'enfermements, des enfermements très courts, qui servent un peu de bilan pour voir comment le jeune fonctionne dans un groupe social. Il y a des placements fermés à plus long terme, comme il y a des placements ouverts où les jeunes peuvent sortir par exemple le week-end. Donc vous avez un panel en fait de différents placements et ça dépend beaucoup aussi de la gravité des faits mais aussi de l'évolution du jeune. Donc il y a des jeunes qui sont placés pour un premier fait pendant une courte période, ils font peut-être un mois en IPPJ puis ils sortent parce que le juge a l'impression que ce n'est pas nécessaire de faire plus. Et puis vous avez des jeunes parfois qui ont des profils beaucoup plus inquiétants et qui donc sont maintenus en placement fermé, par exemple, pendant des longues périodes, notamment pour protéger la société. Puisqu'il y a aussi la question de protéger la société. Ce n'est pas uniquement la question d'éduquer le mineur, c'est aussi d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes s'il sort. Et il y a un taux de récidive qui est quand même important pour certains jeunes, comme c'est le cas pour les adultes d'ailleurs. Alors, le juge peut aussi donc, lancer des suivis des délégués SPJ et des suivis EMA. Alors, le suivi délégué SPJ, c'est un fonctionnaire en fait, de l'aide à la jeunesse qui va suivre la situation de manière très générale. Donc, en gros, le délégué du SPJ, c'est quelqu'un qui va rencontrer la famille, quelquefois le jeune, mais il va aussi prendre des contacts avec l'école. L'idée, c'est d'avoir une sorte de photographie de la situation du jeune dans son ensemble pour faire un rapport au juge sur l'évolution du jeune et sa situation actuelle. Voilà. Donc ça, c'est des suivis en fait très... ça peut être 2-3 entretiens parfois, enfin, c'est assez limité en termes d'intervention. Puis vous avez les EMA. Alors les EMA, c'est du suivi intensif. C'est un peu, si je dois caricaturer, c'est un peu Super Nanny. Alors, pour ceux qui connaissent Super Nanny. Donc ce sont des éducateurs qui font un suivi intensif en famille. Donc ils vont aller très régulièrement en fait voir le jeune, voir la famille et essayer d'accompagner au quotidien. Alors ça peut être très large, ça peut être accompagné pour chercher une école, ça peut être accompagné pour des activités, ça peut être aider les parents au niveau éducatif. Ils peuvent un peu en fait jouer un peu tous les rôles en fonction de ce qui semble utile dans leur situation et ils peuvent aussi essayer de mobiliser d'autres intervenants, d'autres services s'ils voient que c'est nécessaire. Donc ça, c'est un suivi vraiment intensif et c'est assez utilisé, je pense, de mémoire. Je crois qu'il y a 40% des dossiers où il y a des suivis EMA pour l'instant. Alors les bilans médicopsie, donc si le juge a besoin d'un éclairage plutôt psychologique et psychiatrique, donc il peut demander un bilan médicopsie. Donc ça, c'est des bilans qui sont faits par un expert psychiatre et qui vont éclairer le juge sur la personnalité du jeune et sa capacité à avoir de l'empathie, est-ce qu'il est plus ou moins dangereux ou pas. Voilà, ça c'est l'idée en tout cas générale. Ça reste quand même des bilans qui sont faits sur un temps très court, donc ça a aussi pas mal de limitations en termes d'éclairage. C'est quand même toujours difficile de faire ces bilans et aussi de prévoir si les gens vont être dangereux ou pas dans le futur. C'est quelque chose qui est en fait assez imprécis, mine de rien. Alors vous avez après donc, la prestation d'intérêt général, les médiations, modules de sensibilisation et projets écrits du jeune. Ça, ce sont en fait tout ce qui est fait dans les SAR. Donc les SAR sont les services dans lesquels je travaille. Et SAR, ça veut dire services d'action restauratrice et éducative. Donc en fait, ce sont des services qui ont été créés donc, par la loi de 65 pour mener différentes mesures. Donc il y a la prestation d'intérêt général, le module et le projet écrit. Et puis il y a une offre aussi qui est la médiation. Pourquoi ça s'appelle offre? C'est parce que la médiation, c'est une proposition, c'est pas imposé. Le reste, c'est imposé, globalement. Alors je vais vous détailler un peu du coup toutes ces mesures, mais d'abord, juste un petit passage sur le temps en fait, des mesures et des offres. Donc quand il y a une intervention du parquet, donc là on peut avoir déjà la médiation.
au niveau du tribunal, après il y a 2 temps en fait au niveau du tribunal. Il y a ce qu'on appelle l'ordonnance. Donc quand il y a un dossier qui arrive au tribunal, le juge va prendre une décision en urgence, entre guillemets, une décision temporaire. Donc ça s'appelle une ordonnance. Donc le jeune n'a pas encore été jugé à ce moment-là. Donc on n'a pas tous les éléments du dossier, il n'y a pas toute l'enquête de police qui a été faite, les témoins n'ont pas forcément été interviewés, etc. Donc c'est vraiment, on a des informations parcellaires, et le juge prend une décision sur base de ces informations pour protéger la société ou pour déjà mettre des choses en place pour aider le jeune. Ça veut dire, et c'est assez intéressant, parce qu'on parle souvent de présomption d'innocence, bah là la présomption d'innocence, voilà, elle passe un petit peu à la trappe. Donc c'est pas parce que le jeune dit moi j'ai rien fait et qu'il n'y a pas de preuve absolument 100% convaincante de sa culpabilité que le juge ne peut pas lui imposer des choses. Voilà. Après il y a quand même, les juges en fait tiennent compte quand même du niveau de preuve qu'ils ont évidemment, mais voilà, c'est un principe un peu différent que pour le jugement. Alors il y a des ordonnances modificatives, donc ça c'est des nouvelles décisions temporaires, toujours avant jugement, donc on peut reprendre des décisions temporaires en cours de dossier, s'il y a des nouveaux faits par exemple, ou s'il y a des changements de situation. Et après au niveau du jugement, donc ça c'est la décision finale, donc le tribunal une fois qu'il a terminé son enquête et que les mesures décidées en ordonnance sont mises en place, il y a un moment où il y aura une date prévue pour le jugement, donc ça c'est la décision finale. Voilà. Donc là, le juge peut encore imposer des choses aux jeunes, tout comme il peut clôturer le dossier. Voilà, ça dépendra un peu de l'évolution des choses. Et à tout moment de cette procédure, le jeune peut aussi faire appel avec son avocat et donc contester en fait une mesure qui lui est imposée. Et c'est assez marrant, mais il y a beaucoup d'appels qui aboutissent quand les jeunes font appel. Je crois que de mémoire, il y a plus de 50% des appels qui aboutissent à des changements de décision. Voilà, la plupart des jeunes ne font pas appel, hein, mais quand ils le font, ça aboutit quand même assez souvent. Alors, pour vous parler un petit peu donc, de ce qu'on fait dans les SAR, donc d'abord il y a la médiation. Alors la médiation, c'est donc un dialogue direct ou indirect entre là où les victimes et là où les auteurs ou autrices. Quand je dis direct ou indirect, ça veut dire que ça peut passer par une rencontre physique entre les personnes, mais ça peut aussi passer par des transferts d'informations qui se font de manière indirecte, donc en transitant par le médiateur ou par d'autres voies en fait. Donc il n'y a pas toujours une rencontre physique entre les personnes, ça dépend en fait de simplement l'envie des personnes elles-mêmes. Donc cette médiation, donc, elle est toujours accompagnée par un médiateur, et le but c'est de permettre un dialogue entre les différentes parties et de permettre une meilleure compréhension en fait de ce qui s'est passé, et aussi de répondre en fait aux demandes formulées par, entre guillemets, par chaque partie, surtout par la victime, mais aussi par l'auteur ou les auteurs. C'est-à-dire que la victime peut avoir des demandes, et les demandes, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on rencontre les gens et on leur demande est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un contact avec votre auteur ou les auteurs, et après on essaie de voir avec eux, avec les victimes, qu'est-ce que ces victimes auraient envie de demander. Et vraiment, il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Donc il y a des victimes qui ont simplement des questions à poser. Pourquoi moi, par exemple, voilà. Ou pourquoi tu t'es retrouvé là, ou comment tu t'es retrouvé là. Et il y a des victimes qui ont des demandes plus matérielles. Ça peut être aussi des questions financières. Donc si vous vous êtes fait voler, je sais pas moi, un téléphone dans la rue, bien, vous pouvez demander par exemple le remboursement du téléphone à l'auteur dans le cadre de la médiation. Voilà, évidemment ça se prépare, donc ça se fait en plusieurs entretiens. On rencontre d'abord les parties séparément, donc ils ne sont pas mis ensemble directement. Ce qui se fait plus facilement dans la médiation en dehors de la justice d'ailleurs. Donc il y a pas mal de médiations en dehors de la justice où les gens se rencontrent directement. Chez nous, ce n'est pas le cas, ici pour l'aide à la jeunesse. Et une fois que, s'il y a un accord qui peut aboutir, cet accord en fait sera validé par un juge ou par le parquet et devient un contrat. Donc en fait, une fois que l'accord est validé, en fait, les deux parties s'engagent à respecter ce qu'il y a dans le contrat. Et si on ne respecte pas le contrat, on peut être attaqué en justice du coup. Hein, donc par exemple, le jeune peut s'engager à rembourser tous les mois X euros pour un téléphone qui a été volé à la victime. Par exemple, ça c'est un exemple assez courant d'accord. Il y a des victimes qui n'ont pas de demande financière aussi, comme je disais, qui souhaitent simplement avoir
un dialogue avec les auteurs. Alors quand je disais que 2 personnes peuvent avoir des demandes, c'est important aussi, parce qu'on demande aussi du coup aux auteurs ou aux autrices si eux ont des questions à poser ou des choses qu'ils ou elles aimeraient savoir, parce qu'il y a parfois des questions des 2 côtés aussi. Voilà, ça dépend évidemment de pourquoi on est là. Bon, il y a par exemple des situations où il y a des conflits en fait qui allaient un peu dans les 2 sens et où il y a eu, à un moment donné, chaque personne a été victime à un moment différent, si vous voulez. Et dans ces cas-là, il y a souvent plutôt des questions des 2 côtés, un dialogue des 2 côtés. C'est un peu moins le cas si vous avez un jeune qui a volé un sac à un inconnu dans la rue. Voilà, il y aura en général peu de questions du côté de l'auteur, mais voilà, donc ça dépend un peu de pourquoi on est là aussi. La médiation peut en théorie être proposée pour tous les types de faits. Maintenant, en pratique, c'est assez rare que les juges ou le parquet proposent des médiations pour des faits très graves. Tout ce qui est, par exemple, tentative de meurtre ou meurtre, voilà, vous avez assez rarement des médiations. Je dis assez rarement parce que ça existe aussi, et on peut aussi avoir des médiations d'ailleurs avec la famille des victimes, y compris la famille d'une victime décédée. Voilà, c'est déjà arrivé, donc de nouveau il y a des possibilités assez larges à ce niveau-là. Alors il y a la prestation d'intérêt général. La prestation d'intérêt général, c'est donc une peine de travail. Donc on va imposer une peine de travail à un jeune qui doit faire donc du travail bénévole sans être payé. Et il va travailler dans un endroit qui rend service à des personnes. Donc on organise nos prestations toujours dans des endroits qui rendent service, donc on ne va pas le mettre à travailler, je ne sais pas moi, à Deutsche Bank ou un truc comme ça, quoi. Voilà. C'est plutôt dans des ASBL qui travaillent avec des personnes sans abri, dans des homes où il y a des personnes âgées, dans des écoles des devoirs, dans des centres d'accueil pour personnes handicapées, enfin voilà, tout ce genre de choses-là. On a eu des jeunes aussi dans des refuges pour animaux. Voilà, donc c'est assez large, mais l'idée c'est que le jeune fasse un travail qui rende service à la société. On peut faire le lien donc, du coup avec la justice restauratrice, puisqu'ici vraiment l'idée c'est pas uniquement de faire une peine qui est imposée par le juge, mais c'est que cette peine elle ait un sens par rapport au collectif en fait, qu'elle ait un sens par rapport à réparer quelque chose des actes qui ont été faits envers la société. Et pas uniquement quelque chose qui est en lien avec la victime unique. Voilà. Et par la même occasion, ça permet aussi d'essayer de faire un peu de réinsertion et de remettre le jeune dans la société et sortir un peu de son petit milieu restreint, de ses amis ou des jeunes délinquants qu'il côtoie, ou juste de sa famille, mais de le mettre aussi dans d'autres environnements, d'autres cultures, d'autres façons de fonctionner qu'il ne connaît pas forcément. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors les jeunes parfois ont du mal à comprendre ça au début, donc il y a tout un travail éducatif pour leur faire comprendre aussi le sens de la mesure. Il y a des jeunes par exemple qui arrivent en se disant, en demandant « est-ce que je vais être payé ?» Bon, non, parce que c'est une sanction, donc effectivement il ne va pas être payé. Et donc pour certains jeunes, c'est pas très clair. Et en fait, quand vous passez au tribunal, on ne vous explique pas grand-chose. Voilà, on vous dit, voilà, vous entendez la décision, vous avez un petit temps pour vous exprimer, mais il y a beaucoup de données assez abstraites qui s'enchaînent et les jeunes sont parfois un peu largués par tout ça. Donc voilà, on a tout un travail de pédagogie à faire après. En prestation, on travaille aussi un petit peu sur les faits, sur qu'est-ce qui fait que le jeune est arrivé au tribunal. C'est un travail qui est assez limité, donc c'est plutôt une introduction, mais ça permet aussi, même si c'est une introduction, de voir parfois s'il n'y a pas besoin d'orienter le jeune vers autre chose, ou de suggérer au tribunal d'autres décisions. Ça peut arriver parfois qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'un soutien psy, qui n'ont pas, ou par exemple on peut avoir l'impression qu'on a en face de nous un jeune qui a une pathologie psychiatrique ou un début de pathologie psychiatrique qui n'est pas prise en charge, et que du coup juste lui mettre une peine de travail, ça va peut-être pas suffire pour ce jeune et qu'il a besoin d'autres choses. Donc on peut aussi faire des suggestions à ce moment-là aux tribunaux pour qu'il y ait d'autres choses qui soient mises en route. Donc la prestation, ça peut aller jusqu'à 150 heures, le minimum c'est 30 heures officiellement. On a beaucoup de prestations de 30 heures, c'est assez rare, plus que 100 heures c'est assez rare, mais voilà, ça peut arriver. C'est proportionnel à la gravité des faits et au nombre des faits, mais il n'y a pas, si vous voulez, de principe théorique qui définit à quoi tel nombre d'heures correspond en fait. C'est une décision assez arbitraire des juges.
Vous pouvez avoir des jeunes qui ont fait plein de faits et qui ont une prestation de 30 heures. Vous pouvez avoir des jeunes qui n'ont pas fait grand-chose et qui ont une prestation beaucoup plus longue. Ça dépend. Voilà, les juges ont une marge de manœuvre assez importante et donc ils ont aussi parfois des philosophies un peu différentes. Donc la décision peut varier d'un juge à l'autre. Il y a des juges qui recourent beaucoup plus à l'enfermement, par exemple. D'autres qui sont un peu plus réticents par rapport à l'IPPJ. Voilà, ça varie un petit peu. Alors on a le module de sensibilisation. Le titre officiel, c'est module de sensibilisation aux actes délinquants commis et aux conséquences sur les éventuelles victimes. Je n'ai pas écrit parce que ça dépassait des slides, mais... voilà, alors ça c'est une des mesures les plus récentes qui a été mise en place. Alors la loi ne définit en fait pas grand-chose de ce module à part le titre. Donc en fait ce sont les services eux-mêmes qui définissent les contenus. Ça fait, je pense, à peu près une dizaine d'années maintenant qu'on fait les modules. Donc on a créé le contenu de notre module nous-mêmes. Les différents services de prestation, il y en a 3 à Bruxelles, ont des modules du coup un peu différents, parfois avec des thématiques différentes. Il y a des modules plutôt généralistes comme le nôtre. Donc nous on a un module général où a priori tous les jeunes peuvent rentrer, peu importe pourquoi ils sont là. Et vous avez des SAR qui ont des modules thématiques aussi, par exemple uniquement sur la violence, uniquement sur des faits liés à des problèmes sexuels, uniquement sur les problématiques d'addiction ou de vente de drogue. Voilà, ça c'est un peu au choix des services. Donc les juges dispatchent en fait en fonction de ce qu'ils ont envie d'utiliser. Donc le module c'est un travail sur différentes thématiques qui est, j'ai envie de dire, un petit peu plus proche du travail psychologique. Donc on va vraiment travailler, alors chez nous en tout cas, on travaille en partie en individuel, en partie en collectif avec les jeunes. On a d'abord 4 séances individuelles où on va vraiment travailler avec le jeune sur tout son parcours, en fait, comment est-ce qu'il s'est retrouvé à faire ce qu'il a fait, qu'est-ce qui l'a amené à ce choix au moment où il a fait quelque chose qui était illégal. Et on va décortiquer avec lui en fait les éléments de ce parcours, les étapes de ce parcours, d'une manière qui est vraiment celle qu'on trouve en psychothérapie et qui est assez inspirée notamment des thérapies cognitives et comportementales. Donc on va essayer d'amener le jeune à réfléchir à quelles émotions il a eues, qu'est-ce qui l'a influencé, qu'est-ce qu'il a pensé des conséquences qu'il attendait de son acte, est-ce qu'il a été influencé par d'autres personnes, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui n'ont pas pensé aux conséquences de ce qu'ils ont fait. En fait, plus précisément, ils ont pensé en général aux conséquences à court terme, aux conséquences positives pour eux. Par exemple, je vais voler un sac, donc je vais avoir de l'argent et je vais acheter une paire de chaussures. Voilà, c'est une conséquence positive à court terme, dans leur esprit. Par contre, ils n'ont pas pensé plus loin que ça. Donc ils n'ont pas pensé, ah bah oui, peut-être que 3 heures après, je vais être arrêté par la police, et puis je vais me retrouver au cachot, et puis devant le tribunal, et puis en prestation, et puis. Voilà. Ça, ils n'ont pas pensé en général. Donc souvent, après coup, quand on redécortique les faits avec eux, la plupart des jeunes, en fait, arrivent à l'idée que c'était un mauvais choix, en fait. D'abord pour eux, même si, sans même parler de préoccupation pour les victimes, d'abord pour eux, c'est un mauvais choix, parce que finalement, en termes de balance, ils n'ont pas gagné grand-chose, ils ont gagné plein de problèmes, et ils n'ont pas gagné grand-chose de positif. Donc ça, en général, les jeunes, en fait, en sont assez conscients. Il y a des exceptions aussi, il y a des jeunes qui sont enfoncés dans de la délinquance pour différentes raisons, notamment la question des bandes urbaines ou de groupes délinquants. Donc eux, ils peuvent avoir des opinions parfois différentes et penser que recommencer, c'est pas si mal, quoi. Mais voilà, on a un peu tous les profils. Et donc, on va décortiquer ça avec eux. On va essayer de voir avec eux comment ils peuvent faire pour éviter que les problèmes se reproduisent. S'ils se retrouvent de nouveau dans une situation avec des gens qui leur disent « Tiens, viens, on va faire un vol au magasin, ça va être bien, mets une cagoule et on y va », du coup, comment ils vont réagir? Voilà. Comment est-ce que tu vas faire pour éviter ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on travaille avec eux. Donc c'est un peu assez proche de ce qu'en psychothérapie, on appelle la prévention de la rechute, en gros. C'est de mettre des choses en place pour que les personnes aient quelque chose en tête et des choses qu'ils ont préparées pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On va aussi travailler un petit peu sur la gestion de conflits. Nouveau parce qu'on est dans un module généraliste et que donc on travaille sur des choses qu'on pense être utiles à tous les jeunes, même si tout le monde n'est pas là pour des problèmes de gestion de conflits. Donc on va travailler un tout petit peu avec eux, comment est-ce qu'on réagit dans une situation de conflit. D'abord dans une situation de désaccord au sens large, comment est-ce qu'on gère un désaccord avec des gens, comment est-ce qu'on peut le gérer d'une manière qui fait que les deux personnes se sentent plus ou moins bien, ou pas.
On essaie de les éveiller un peu à ça. Et puis, comment est-ce qu'on peut gérer aussi des situations de conflit plutôt avec des inconnus, où ça risque de se transformer en bagarre, par exemple. Il y a aussi des jeunes qui sont là pour des bagarres, avec des inconnus parfois, à une soirée, dans la rue, je ne sais pas. Donc ça aussi, c'est une chose qu'on essaye de travailler avec eux. On fait un tout petit peu de gestion de conflit. On leur dit, ben voilà, s'il y a en face de vous une personne qui commence à être agressive, comment se comporter face à une personne agressive. Voilà, quelle attitude on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut essayer de désamorcer un petit peu les conflits. Donc ça, c'est plus des choses qui viennent des cours de self-défense, par exemple. On va parler aussi, évidemment, de beaucoup d'influence du groupe. Et ça va plutôt se faire dans la partie collective, puisque après la partie individuelle, on a une partie collective où on va mettre en fait 2 animateurs avec un groupe de jeunes. En moyenne, c'est des groupes qui font, on va dire, 6 à 8 jeunes, où on va travailler avec eux sur essentiellement du matériel pédagogique pour les faire réfléchir à différentes thématiques. La première, c'est l'influence du groupe. Comment est-ce qu'on peut être influencé par les autres? Donc à ça, on va travailler notamment avec des vidéos qui montrent des exemples en fait, d'influence du groupe ou qui font vivre certaines expériences. Là aussi, c'est pas mal inspiré de la psychologie. On va travailler aussi sur les victimes. Donc ça, c'est évidemment un pan très important. Et donc là, on va travailler sur la compréhension du vécu des victimes. Qu'est-ce que c'est être une victime? Qu'est-ce que ça a comme conséquences? Parce que les jeunes, souvent, n'imaginent pas en fait, les conséquences pour les victimes. Ils se disent, ben voilà, quelqu'un en rue, on lui pique son sac, bon, elle est un peu choquée son maman, et puis demain, ça va, quoi, c'est passé, et puis voilà. C'est pas grave, je ne l'ai pas frappée, elle n'est pas à l'hôpital, donc voilà, ils n'ont pas forcément une grande conscience du potentiel de stress post-traumatique, par exemple, qu'on peut avoir chez les victimes, où on leur explique du coup qu'il y a des gens qui peuvent revivre en fait leurs souvenirs, revivre le traumatisme, revivre la peur à chaque fois qu'ils vont sortir dans la rue, ou croiser des jeunes maghrébins sur le trottoir, avoir peur. Ben ça, c'est des choses que les jeunes en fait n'ont pas en général en mémoire. Donc on essaye de leur expliquer tout ça, de leur faire comprendre tout ça, et puis de développer un petit peu, un peu d'empathie, en tout cas du coup pour le vécu de ces victimes. Alors, c'est intéressant de faire peut-être une petite parenthèse sur l'empathie. Il y a des jeunes qui semblent assez facilement pouvoir faire preuve d'empathie, comme les adultes. Il y a d'autres jeunes qui semblent, en tout cas, avoir beaucoup de mal à faire preuve d'empathie pour les autres. On rencontre un peu les deux profils. Et c'est difficile de prédire en fait, la capacité qu'il y a à développer son empathie. Donc vous savez qu'il y a des gens qui sont donc, du coup, avec des diagnostics de psychopathie. On en a aussi, évidemment, chez les mineurs. Mais quand on voit un jeune qui ne fait pas preuve d'empathie, on ne sait jamais prédire à l'avance s'il peut la développer. Donc le principe, c'est qu'on part toujours de l'idée que le jeune est capable de développer son empathie et on essaye de faire des tâches pédagogiques avec eux pour les amener à faire cela. Alors dans la recherche, il y a pas mal de données là-dessus. On sait que dans beaucoup de cas, ça fonctionne au moins partiellement. Voilà. Il y a des jeunes qui ont vraiment un profil à un temps T qui ressemble à de la psychopathie, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont vraiment des psychopathes. Voilà. Le psychopathe, la caractéristique, c'est qu'il ne peut pas développer son empathie. Donc on peut faire des choses pédagogiques avec lui autant qu'on veut, ça ne va pas changer. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Voilà. Alors après, il y a des degrés évidemment, et des gens qui développeront plus d'empathie, d'autres plus difficilement. Mais en général, on peut quand même la travailler un petit peu. Et donc, voilà, on travaille aussi un tout petit peu sur l'esprit critique dans ces modules. Et là, c'est une partie plus générale, mais ça vise à aider les jeunes à avoir conscience du fait que les informations dont ils disposent ne sont pas forcément justes, même s'ils ont l'impression de savoir ce qui est vrai ou de savoir quelle est la qualité des informations qu'ils ont. Alors, quand je parle d'informations, ça peut être des informations qui viennent des médias. On leur donne quelques exemples de fausses informations dans les médias pour faire comprendre qu'il y a aussi des médias qui essayent de les manipuler volontairement. Mais c'est aussi les informations qui viennent de leurs amis, de je ne sais pas quel jeune qui croise. Voilà, donc on peut parfois avoir un jeune qui connaît presque pas les autres et qui leur dit oui, tel type là, il a dit qu'on était tous des cons en Anderlecht, venez on va lui taper dessus. Il a dit qu'il allait venir menacer ma famille, enfin j'en sais rien. Voilà. Donc il y a aussi une potentielle déformation en fait, des informations qui peut se faire comme ça
avec les dialogues et une montée en escalade entre les jeunes, où ils ont souvent une identité de quartier. Et donc, s'il y a une personne qui a des problèmes avec quelqu'un d'un autre quartier, il y a souvent un effet de groupe comme ça, où ils peuvent débarquer à 10 pour aller essayer de trouver le jeune de l'autre quartier qui a posé des problèmes pour régler leur compte, quoi. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on travaille. Donc, on utilise beaucoup de vidéos, des témoignages comme vous avez vu, hein, celui de Joël ici. On en a toute une série d'autres qui sont vraiment intéressants et qui expliquent différents aspects du parcours pour les victimes, pour les auteurs et aussi pour la famille, les parents des auteurs. Voilà, donc on essaie de donner un panel en fait, de vécu en fait, à ces jeunes pour qu'ils se rendent compte et en tout cas stimulent un petit peu leur capacité à se mettre à la place d'autres personnes. Voilà, pour le module, en gros. Et aussi, ça c'est de manière plus générale, mais on utilise aussi cette partie collective pour que les jeunes puissent entendre d'autres jeunes s'exprimer. Et ça, c'est aussi un outil intéressant, puisque si vous avez un autre jeune qui a aussi commis des vols à côté de vous, et que vous l'entendez, en fait, je sais pas moi, manifester de l'empathie pour les victimes, dire que bah, c'est pas bien, ou expliquer comment lui, il a fait ça, bah, ça peut amener aussi plus facilement une remise en question que si moi, vieux blanc du SAR, lui explique bah oui, c'est pas gentil d'avoir volé un sac à mamie dans la rue, quoi. Voilà, ça n'a pas le même impact, évidemment. Et on a aussi dans nos vidéos des personnes qui sont d'une manière ou d'une autre plus proches, en tout cas de leur culture à eux, comme Joël qui est passé là-dedans. On a d'autres témoignages du même genre, et on a aussi, par exemple, le témoignage de Philippe Lacroix. Les plus âgés d'entre vous sauront peut-être qui c'est. C'était un des braqueurs de la bande Amers, donc la bande de criminels belges très connus qui braquaient des fourgons dans les années 80. Ça commence à dater un petit peu. Et donc ce sont des gens qui ont été arrêtés après des faits très très graves. Ils ont kidnappé un ministre aussi à l'époque pour le rançonner, qui était Van den Buynan, si je ne me trompe pas. Et voilà, ils ont été arrêtés, ils ont été en prison. Il y en a un qui s'est suicidé en prison, un autre qui est mort, je pense. Et il y a Philippe Lacroix, qui était un des braqueurs, qui, bon, dans un premier temps, il s'est évadé en hélicoptère de la prison de Saint-Gilles. Puis il a été repris après. Les prisons, c'était pas la même chose à l'époque, je pense. Et donc, voilà, il n'était pas vraiment dans la remise en question. Et le temps a passé, et il a fait tout un parcours en fait, de remise en question. Et il a fait un diplôme de prof de langue. Et il est sorti de prison, et il est devenu prof à Bruxelles, en fait, dans l'enseignement adulte. Et donc, voilà, on a aussi des témoignages intéressants de Philippe Lacroix, donc, où en fait, il explique tout son parcours, un peu comme Joël le fait, et où il explique vraiment le fait que les victimes, en fait, pour lui et ses amis, c'était pas quelque chose auquel il pensait. Pour lui, tant qu'on ne leur tirait pas dessus avec une arme à feu, en fait, c'était pas grave, quoi. Voilà. Et donc, c'est seulement beaucoup plus tard qu'il s'est rendu compte de la gravité de ce qu'il avait fait, et où il explique qu'ils continuent à s'en vouloir aujourd'hui, parce qu'il y a eu je pense un mort, et aussi quelqu'un qui a pris une balle dans le genou, qui est resté handicapé à vie, etc. Enfin, c'est des gens qui faisaient des braquages à l'arme lourde, donc voilà, c'était assez costaud. Enfin, voilà. Donc on utilise beaucoup ces témoignages pour faire réfléchir les jeunes, ainsi que d'autres types de matériel pédagogique. Alors, il y a une dernière chose qui est le projet écrit du jeune. Alors ça, c'est tout récent. On n'en a pas encore fait beaucoup, mais c'est une nouvelle mesure dont le principe, c'est une proposition en fait, qui est faite par le jeune. Et le jeune, en fait, peut proposer lui-même un projet qu'il s'engagerait à faire en étant accompagné par les intervenants. Et ce projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un projet de séjour de rupture à l'étranger, comme ça peut être un projet de réinsertion scolaire. Ça pourrait même être un projet sportif. Voilà, il faut juste que ça ait du sens, en fait, pour le jeune. Il faut savoir que dans l'aide à la jeunesse, il y a aussi l'idée qu'il ne faut pas que les jeunes soient désœuvrés. Donc, il ne faut pas qu'ils aient rien à faire chez eux, qu'ils n'aient pas d'activité, qu'ils traînent dans la rue. Et donc, il y a souvent, en fait, dans les conditions imposées par les juges, il y a souvent le fait de pratiquer, par exemple, une activité sportive. Ça peut sembler un peu étrange, en fait, quand on lit ça et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est simplement que c'est une prise de position où on estime que les jeunes ont besoin d'avoir des activités. Voilà, simplement. Et que si on n'a pas d'activité et qu'on se tourne les pouces, c'est pas bon. Surtout si on traîne dans la rue. Donc voilà, du coup, le projet écrit, ça répond un petit peu à ça aussi.
Et ça, c'est une proposition qui est faite par le jeune lui-même, souvent informé par son avocat, et que donc le jeune peut proposer au juge de mettre en place un projet écrit du jeune qui après est encadré donc, par les services. Okay. Alors, je vais terminer sur une dernière thématique. C'est la question des difficultés rencontrées par les intervenants et par le secteur. Là, je vous ai présenté en fait un peu la théorie en fait, de ce qu'on fait. Je vous ai présenté un petit peu le parcours concret du jeune. Maintenant, je vais quand même dire quelques mots sur les difficultés rencontrées qui font que les choses ne se passent pas toujours comme elles sont censées se passer au niveau théorique. Parce que c'est quand même important et ça a quand même beaucoup d'impact. Alors d'abord, au niveau des jeunes, donc les jeunes ne respectent pas toujours ce qui leur est imposé, évidemment. Ça peut donner lieu à des recadrages, des interventions du tribunal, mais aussi de nouvelles mesures comme un enfermement ou un dessaisissement. Le dessaisissement, c'est une option très rarement utilisée par les juges qui permet de renvoyer un mineur en justice adulte. C'est-à-dire que si vous estimez qu'il n'y a plus de possibilités éducatives pour le jeune qui ne répond à rien de ce qui est proposable par l'aide à la jeunesse, on peut l'envoyer en justice adulte. Voilà. Et du coup, potentiellement en prison pour adultes. Après, voilà, il y a aussi un centre d'enfermement spécifique, notamment pour les jeunes dessaisis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc voilà, ça c'est une option qui existe. Mais donc on peut avoir des jeunes en fait, qui simplement sont réticents par rapport à ce qui leur est imposé. Et donc ça va se manifester comment ? La première chose, c'est qu'ils ne vont pas être là quand ils doivent être là. Donc ils ne vont pas venir au rendez-vous, par exemple, ou ils vont arriver une demi-heure en retard, ou ils vont venir une fois sur deux, ou ils vont venir et puis ils vont être là et ils vont dire oui, non, et voilà, on ne va pas savoir travailler avec eux. Donc il y a toute une série de manières comme ça de montrer qu'on est réticent à la décision du juge. C'est aussi une chose qu'on travaille, évidemment, et ça peut donner lieu à de nouvelles décisions si ça nous empêche d'avancer, en fait. Si on a un jeune, par exemple, qui ne vient pas au rendez-vous, techniquement, on ne peut pas mettre en œuvre notre mission. Donc là, on fait quelques rappels, et après, on demande l'intervention du juge, qui va en général prendre de nouvelles décisions, imposer de nouvelles choses. Par exemple, un enfermement en IPPJ. On peut aussi avoir des jeunes, par exemple dans le module, qui sont là, mais même s'ils sont là, ils participent à rien, quoi. Ils ne font pas l'effort d'essayer de travailler avec nous, de répondre un peu à ce qu'on leur propose. Ils montrent vraiment de la mauvaise foi, en fait, ou un discours pas du tout sincère. Voilà, ça peut aussi donner lieu à des demandes d'intervention au tribunal. Comme on peut avoir des jeunes qui ont un comportement agressif, donc c'est assez rare chez nous, mais ça peut arriver. Et donc ça peut arriver qu'on ait un jeune en entretien qui a un comportement menaçant ou agressif, qu'on décide d'interrompre les entretiens, et si ça ne s'améliore pas par la suite, d'interrompre carrément la prestation en renvoyant chez le juge en disant nous on ne sait pas travailler avec ce jeune, il est menaçant avec les intervenants, donc on ne peut pas mettre en œuvre notre mission. Voilà. Ça arrive de temps en temps, c'est pas très fréquent, on ne fait pas un métier très dangereux a priori. Pour ça on a de la chance parce qu'il y a d'autres milieux où c'est beaucoup plus dangereux pour les intervenants, notamment en IPPJ, donc pour les peines d'enfermement, il y a beaucoup plus d'agressivité et de tension au niveau des jeunes que chez nous. Voilà, chez nous, les jeunes en général sont plutôt relax, et même s'ils ne sont pas en accord avec la décision, ce n'est pas sur nous qu'ils vont être en colère pour autant. Bon, limite, ils ne viendront pas au rendez-vous, mais voilà, ils seront rarement agressifs envers les intervenants. Alors on peut quand même dire qu'il y a 90% des jeunes qui terminent leur prestation, donc si on parle de taux de réussite, d'accomplissement de la mesure en tout cas, ce qui est quand même pas mal. Et ceux qui ne terminent pas, c'est en général ceux qui ne sont pas là, tout simplement. S'ils ne sont pas là et qu'on n'arrive pas à les faire venir, voilà, on ne peut pas faire grand-chose évidemment. Mais voilà, donc c'est une mesure qui aboutit vraiment, vraiment bien. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde en tire le même bénéfice. Il y a des jeunes qui la font un peu la prestation à contre-cœur. Il y a d'autres jeunes qui sont très contents de leur travail, qui ont appris plein de choses, qui ont vraiment un retour très positif sur ce qu'ils ont fait comme bénévolat. Donc il y a un peu de tous les profils. Comme il y a des jeunes qui sont fort en accord avec la décision du juge et des jeunes qui ne sont pas du tout en accord. Il y a des jeunes qui disent « moi j'ai rien fait ». Voilà, il y avait des gens qui étaient avec eux dans le train qui disent qu'ils étaient là, mais ils n'étaient pas là, ils étaient en France. Bon, là c'est dur à travailler évidemment. Si le jeune ne reconnaît rien de ce qu'il a fait et dit qu'il n'était pas là, ça limite aussi notre travail. Maintenant, ça n'empêche pas d'organiser les prestations, par exemple, parce qu'on peut avoir un jeune qui ne reconnaît pas les faits, mais qui va quand même travailler correctement là où il est censé aller.
Et donc, voilà, il peut quand même accomplir la mesure, même s'il ne reconnaît rien de ce qu'il a fait. Et voilà, la prestation, donc évidemment, c'est encadré. Donc ces prestations, elles ont lieu dans des organismes bruxellois avec qui on a des partenariats, qu'on choisit en fonction un peu des profils des jeunes. Donc on essaye aussi d'individualiser le type de prestations que les jeunes vont faire. Et c'est individualisé par rapport aux capacités du jeune et aussi à ses envies, en fait. Ça ne veut pas dire que le jeune choisit, mais on essaye de tenir compte de ses envies. Donc si on a un jeune qui aimerait bien faire de l'animation, par exemple, et qui semble capable d'avoir une communication convenable, on va en général s'orienter vers ça. Voilà. Donc l'idée, ce n'est pas uniquement de nouveau de faire la peine imposée, mais aussi que le jeune y trouve quelque chose de positif et soit à la fin content au moins de certains aspects, en tout cas de cette prestation. Et c'est souvent le cas. Voilà, donc on n'est pas dans l'idée de on va te faire balayer la rue pendant 30 heures ou te faire casser des cailloux comme Bobo dans sa prison, quoi. L'idée, c'est vraiment que les jeunes y trouvent quelque chose de positif et on leur explique ça. Et ça contribue aussi, évidemment, à ce qu'ils soient, je pense, dans de bonnes dispositions chez nous, parce qu'ils voient bien qu'on essaye de faire un truc avec eux. Pour la médiation, le taux de réussite, là, est vraiment beaucoup plus bas, c'est en dessous de 50%. La principale raison, c'est que beaucoup de victimes refusent de participer. Voilà. Alors, on essaye, par plein de manières, de faciliter la participation des victimes à la médiation, mais il y a plein de raisons qui font que les victimes en fait, ont du mal à participer. Quelques exemples de raisons, c'est par exemple des gens qui sont encore dans le traumatisme, et donc du coup, ces personnes ont du mal à s'imaginer participer à un processus de médiation, alors qu'ils sont en train de lutter avec leur trauma. Il y a des personnes qui ne voient pas le sens, en fait, ils pensent que ça ne sert à rien, ils ne voient pas ce que ça pourrait apporter. Là, on essaie en général d'expliquer un petit peu quand même que ça peut quand même participer à une forme de réparation, permettre de passer un peu à autre chose, etc. Mais voilà, ça ne parle pas à tout le monde. Et c'est tout à fait normal aussi, parce que si vous imaginez, vous vous faites agresser par quelqu'un dans la rue, et après on vous propose de rencontrer votre agresseur, ça ne va pas de soi non plus. Hein. C'est pas forcément facile, évidemment. Ça dépend aussi de la gravité des faits. Bien sûr, il y a d'autres types de faits. Voilà. Il y a des faits pour lesquels, comme je disais, ça se fait beaucoup moins, notamment les faits de mœurs. Donc pour des questions de viol, par exemple, on va beaucoup moins proposer des médiations parce qu'on n'a pas forcément envie de faire rencontrer à la victime son violeur pour une médiation, quoi. Pour des raisons qu'il y a beaucoup moins de chances que ça puisse se passer de manière constructive, ou qu'il puisse aussi avoir des relations d'emprise ou des côtés un peu pervers, et que donc ça rend la médiation impossible, voire pire encore, la médiation pourrait être instrumentalisée par un auteur pour encore avoir du pouvoir sur la victime, et à ce moment-là, ça n'aiderait pas les victimes, ça les enfoncerait. Donc ça, évidemment, on est attentif à ne pas tomber là-dedans. Voilà, quand la médiation peut se faire, donc quand les deux parties sont présents et ont envie de participer, en général, ça aboutit assez bien, et ça amène pas mal de satisfaction des deux côtés. Donc ça, c'est intéressant. Les victimes, donc, quand elles acceptent de participer, elles sont en général beaucoup plus contentes de la procédure judiciaire que s'il n'y a pas de médiation. De nouveau, pour la justice classique, en fait, la victime elle a très peu de place. Vous avez porté plainte et peut-être vous attendez 1 an et demi sans avoir la moindre information sur ce qui se passe, sur qu'est-ce que devient votre plainte. Voilà, c'est pas facile non plus pour les victimes, quoi. Tandis que la médiation, là, elles sont remises en fait dans un rôle actif où elles peuvent poser des questions, exprimer leur vécu, essayer de se faire comprendre. C'est vachement positif, en tout cas pour certaines personnes, et aussi pour les auteurs, puisque comme vous avez vu dans la vidéo de Joël, il y a des auteurs qui ont des regrets, qui ont envie de s'excuser, qui sont conscients en fait, du tort en fait, qu'ils ont causé, et pour qui c'est positif. Voilà, il y a aussi, dans certains cas, il y a aussi un intérêt pour l'auteur à accepter la médiation, parce que ça permet de faire des accords sur, par exemple, la réparation d'un vol, sans passer par le tribunal, puisque l'accord va être avalisé par le tribunal s'il y a un accord, et ça, à ce moment-là, la victime renonce à porter plainte parce que la plainte continue pour le vol qui a eu lieu, par exemple, si c'est un vol de GSM. Donc l'accord, à ce moment-là, remplace le jugement au civil du tribunal qui demanderait à la victime, à l'auteur de payer X montant d'euros. Alors la surcharge de travail sur le secteur est assez énorme.
comme plein d'autres secteurs, hein, donc c'est sans doute pas une surprise pour vous de l'entendre, mais donc, on peut dire que le gouvernement ne joue plus son rôle depuis des années pour renforcer correctement les effectifs. Donc c'est assez dramatique dans toute l'aide à la jeunesse, pas uniquement pour les mineurs délinquants, mais d'abord pour les mineurs en danger. Il y a un manque de place et d'intervenants à tous les niveaux d'une grande partie des types de structures, avec des conséquences parfois dramatiques. Donc vous avez par exemple, du côté enfants en danger, vous avez des enfants qui ont besoin d'être retirés de leurs parents parce que vous avez des parents violents, abusifs, etc. On décide de leur enlever en fait, la garde de leurs enfants, mais il n'y a pas de place pour mettre les jeunes, enfin pour mettre les enfants, et donc les enfants se retrouvent parfois à l'hôpital par exemple, parce qu'à l'hôpital il y a quelques lits de libres, alors on les casse dans un lit d'hôpital pendant des mois, parce qu'il y a des mois et des mois de liste d'attente pour les centres d'hébergement. Voilà, c'est assez dramatique et je pourrais vous donner plein d'autres exemples assez horribles, mais c'est vraiment structurel au niveau de tout le secteur. Il y a régulièrement chaque année des grèves en fait, des services d'hébergement notamment qui viennent crier leur désespoir en fait, par rapport au manque de moyens en fait, qui ne leur permet plus en fait, d'aider ces mineurs qui sont des enfants très gravement abîmés, maltraités, abandonnés, violés, etc. et qu'on ne peut pas aider correctement par manque de moyens. Ça se retrouve aussi de notre côté, donc du côté protection de la jeunesse. Les juges ont énormément de dossiers. Ça nuit à la qualité du travail. On voit bien depuis, comme moi ça fait 15 ans que je suis là, quand j'ai commencé à travailler, il y a des grosses différences en fait qui sont visibles. Les contacts qu'on pouvait avoir facilement avec les tribunaux ou avec les délégués du SPJ par exemple, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. Pour vous donner un exemple assez frappant, donc les délégués du SPJ, donc qui sont les gens qui essaient d'avoir une vue d'ensemble de la situation, on les avait souvent au téléphone quand j'ai commencé à travailler pour un peu tous les dossiers. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont 80 à 90 dossiers par personne, ce qui leur laisse quelque chose comme 10 minutes par semaine par dossier, quoi. Donc vous imaginez en fait ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas surtout faire comme travail avec des mineurs en danger. Par exemple, un enfant qu'on doit retirer de sa famille qui est maltraitante, si vous avez 10 minutes par dossier, bon courage, quoi. Voilà, donc alors il y a eu quelques renforcements d'effectifs ces dernières années, mais c'est très très insuffisant et c'est assez dramatique et assez déprimant en fait comme constat. Parce que de nouveau, ça a des impacts directs sur les victimes, sur les enfants, sur les familles. Voilà, c'est un intervenant qui est 50% surchargé, c'est 50% de dossiers qui ne sont pas pris en charge correctement. Le parquet, c'est la même chose. Donc le parquet, ils sont complètement noyés. Et ça a des conséquences aussi très concrètes. C'est que vous avez des plaintes qui arrivent au parquet. Et ça devient comme le triage à l'hôpital. Donc en fait, il y a des dossiers qui sont moins urgents et qui passent à la poubelle. Voilà. Donc si vous avez le temps de traiter 50 dossiers et vous en avez 100, vous devez d'une manière ou d'une autre faire un choix. Voilà. Et donc à certains moments, il y a des priorités comme ça qui sont décidées essentiellement par le procureur du roi. Et donc pour l'instant, la priorité, c'est les faits de drogue. Donc les faits de drogue, ils sont traités en priorité. Et vous avez toute une série de faits plus mineurs qui sont beaucoup moins traités. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a l'effet concret, c'est que vous avez des jeunes qui devraient être pris en charge suite à des faits de délinquants et qui ne le sont pas, par exemple, parce qu'ils reçoivent, entre guillemets, une sorte de joker. Bon, ce que tu as fait, c'est pas trop grave, on n'a pas le temps, et donc, allez, on verra si tu vas recommencer, quoi. Voilà. Avec des victimes derrière, évidemment, hein. Donc c'est assez catastrophique. Et c'est pas la faute des fonctionnaires du parquet qui font ce qu'ils peuvent, mais ils ont tellement de dossiers que c'est assez dingue. Voilà, là aussi il y a beaucoup de manifestations pour essayer de changer ça, mais c'est assez grand à changer. Alors au niveau des avocats, même problème. Donc vous avez des avocats donc, commis d'office. Hein, donc si vous êtes un mineur, donc vous avez droit à un avocat. Les avocats, souvent, on voit des avocats qui prennent connaissance du dossier 5 minutes avant l'entretien chez le juge, dans la salle d'attente. Donc c'est très folklorique. Donc vous arrivez dans la salle d'attente pour attendre votre rendez-vous, et vous avez un avocat qui arrive. « Ah bonjour, je suis ton avocat, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as fait quoi? Ah oui, d'accord, voilà, 5 minutes. » Bon, évidemment, ça veut dire que vous n'êtes pas très bien défendu. Hein, je veux dire, parce qu'en 5 minutes, vous n'avez pas le temps de conseiller grand-chose, de détailler à votre client, et ça devient un peu une sorte d'intervention automatique comme ça. Donc voilà, donc ça c'est. Et de nouveau, je ne jette pas la pierre aux avocats, mais c'est juste qu'ils ont trop de dossiers, et donc si vous avez trop de dossiers, vous ne pouvez pas physiquement être partout en même temps.
Et donc vous avez aussi souvent des avocats qui sont un avocat qui est attribué à tel jeune, et vous voyez un de ses collègues qui arrive, parce que l'autre il est encore coincé dans un entretien à côté, et donc du coup c'est un collègue qui remplace, enfin voilà. Alors si vous avez un dossier où c'est un premier fait, où vous pouvez en quelques pages prendre connaissance de ce qui se passe, c'est une chose. Si vous avez un dossier où il y a plusieurs faits, et vous avez un dossier beaucoup plus épais, bah voilà, c'est plus compliqué. Ça a aussi des conséquences après dans le suivi des jeunes, c'est que les avocats sont censés conseiller les jeunes aussi par rapport aux possibilités qu'ils ont, notamment pour contester les décisions. Et ce n'est pas toujours fait non plus, de nouveau, par manque de temps. Pareil pour la saisie des objets. Donc les jeunes, quand vous vous faites arrêter, si vous avez, je sais pas, imaginons que vous avez fait un vol dans la rue, il y a une grande chance qu'on va saisir votre téléphone, par exemple. Et pour récupérer votre téléphone, ben, en réalité, c'est très compliqué. Et ça, c'est aussi un peu le travail des avocats, c'est d'expliquer la procédure en fait, aux jeunes, comment ils peuvent récupérer les objets qui ont été saisis. Et c'est très très rare qu'ils le fassent. Voilà. Et si on ne vous a pas expliqué la procédure, bah, en gros, c'est vraiment difficile de récupérer vos objets, quoi. Parce que c'est une procédure assez complexe, qui n'est expliquée par personne à aucun moment. Voilà. En gros, il vous faut votre numéro de PV de police. Avec ça, il faut écrire au parquet d'une certaine manière. Enfin, c'est tout un bazar. Je ne sais pas ce qu'ils font avec tous les objets qui ne sont jamais récupérés. Je ne sais pas s'ils les vendent sur eBay ou quelque chose. Mais... alors, les experts psychiatres, ils sont très peu nombreux et ils sont parfois très dépassés au niveau des connaissances actuelles. Ça, c'est aussi un problème. Alors, aujourd'hui, il est pensionné, mais on a eu pendant très longtemps un psychiatre qui était déjà pensionné quand il travaillait, mais il officiait encore comme expert psychiatre au tribunal. Et c'est un type qui avait une vision de la psychologie complètement dépassée, il n'avait aucune notion de quoi que ce soit de scientifique. Il travaillait avec quelques idées psychanalytiques d'un autre temps. Il utilisait des termes dans ses bilans médico-psy qui n'existent pas, en fait, dans la pratique de la psychologie scientifique. Voilà. J'ai un souvenir d'un jeune, par exemple, qui était qualifié de pré-débile. Bon, alors je sais pas, vous êtes parent d'un jeune, vous lisez le rapport médico-psy de votre jeune, il dit que votre fils, il est pré-débile. Bon, alors déjà, personne ne sait ce que ça veut dire pré-débile. Et puis en plus, bah, vous imaginez l'impact sur les gens. Probablement que c'est parce que ça venait d'une des toutes premières catégories, d'une première théorie de l'intelligence où il y avait, en anglais, on parlait de moron, qui se traduit un peu par débile en français, dans les toutes premières classifications de l'intelligence. C'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, voilà, c'est assez bizarre. Alors pourquoi est-ce que ce genre de choses arrive? Parce que les experts psychiatres, ben, vous, même problème. En réalité, ils sont payés avec des mois de retard, ils sont mal payés, et on leur demande en plus quelque chose qui est très difficile et qui engage leur responsabilité légale. Donc c'est chaud quand même, quoi. Parce qu'on leur demande de se prononcer sur la dangerosité, le risque de récidive en fait, des jeunes. Voilà, et bah, comme c'est très mal payé et c'est payé des mois en retard, bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie d'être experts psychiatres pour les tribunaux. Donc vous avez notamment des personnes qui sont très âgées, pensionnées, parce qu'ils ont beaucoup de temps sur le côté, donc ils font ça un peu en fin de carrière, comme ça. Voilà. Et du coup, ils ne sont plus au courant en fait, des connaissances actuelles, ce qui est embêtant. Alors l'évaluation scientifique des mesures et des offres, elle est presque inexistante en Belgique. On ne peut donc que faire des constats très empiriques par rapport à l'efficacité, et il ne semble pas y avoir beaucoup d'intérêt pour ces évaluations. Bon, c'est un vieux problème, mais voilà. Donc en gros, l'État finance très très peu de recherches scientifiques sur les effets de ce qui est fait pour ces jeunes. Il y a quelques recherches, parfois qui datent d'il y a 15-20 ans, sur la médiation. Il y a eu quelques recherches à la base, notamment sur le vécu des victimes. Donc ça, il y a quand même un peu de trucs. Sur la prestation, il n'y a quasiment rien. Et donc voilà, il n'y a pas de volonté en fait à ce niveau-là. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a aucune idée de ce qui fonctionne ou pas, puisqu'on peut voir quand même en fait l'évolution des jeunes et puis ce qu'ils nous disent en fin de prestation. Est-ce qu'on peut voir s'ils ont fait ce qui leur était imposé correctement ou pas, mais voilà, on n'a pas beaucoup de recul sur leur trajet après en fait. C'est ça qui manque un peu, c'est d'avoir une vision à plus long terme de voilà, le jeune il vient faire une médiation, il fait une prestation, et après, qu'est-ce qui se passe quoi? 6 mois plus tard, où est-ce qu'il est, ça, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Donc c'est un peu embêtant, mais voilà, il n'y a pas
de volonté au niveau du gouvernement de financer ce genre de recherche, j'ai l'impression. Ils ont leur propre institut qui fait des statistiques, mais c'est plus des statistiques vraiment démographiques, combien de jeunes il y a en IPPJ, combien de jeunes sont pris en charge chaque année, etc. Voilà. Et comme je disais, donc, le secteur manifeste régulièrement pour demander de l'aide, avec un succès assez limité. L'État échoue de plus en plus à financer de nombreux domaines importants, notamment à cause de son incapacité à faire contribuer les plus riches, qui ont une part de plus en plus grosse des richesses. Eh bien oui, il faut quand même poser ce constat-là. Et donc, tant que ça va continuer, la situation sera de pire en pire pour la protection de la jeunesse, pour l'aide à la jeunesse, mais aussi pour plein d'autres domaines, évidemment. Hein. C'est pas que chez nous. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Jérémy pour cette conférence hyper intéressante. Je me demandais, parce que tu parles de baisse des moyens, mais est-ce qu'il y a aussi une hausse du nombre de jeunes en situation Oui. Voilà, comment ça se fait? C'est une très bonne question. Il y a une hausse du nombre de situations prises en charge. Je n'ai pas les chiffres ici, mais c'est une hausse qui n'est pas non plus énorme. Je pense que sur une dizaine d'années, de mémoire, mais c'est vraiment de mémoire, je pense qu'il y a une hausse de quelque chose comme 10 à 15% des prises en charge globales. Mais de nouveau, c'est des chiffres qui sont un peu faussés parce qu'il y a des jeunes qui devraient être pris en charge et qui ne le sont pas, par manque de moyens aussi. Donc je pense que les chiffres sont sous-évalués. Et de manière générale, il y a quand même un constat qui a un peu plus de dossiers. Et il y a aussi un constat par rapport à la lourdeur des situations. C'est-à-dire qu'on voit plus de dossiers avec des situations complexes, plusieurs problématiques en même temps, plutôt que des jeunes qui sont là pour un premier fait, c'est le seul truc qu'ils ont fait. Et voilà, donc les dossiers se complexifient aussi. C'est pas juste une augmentation du nombre de dossiers. Voilà, et je pense, là c'est mon hypothèse, mais je pense que si on augmentait beaucoup les moyens de prise en charge, aussi bien pour l'hébergement que pour l'enfermement, que pour les autres types de prise de charge, on verrait encore une augmentation du nombre de dossiers assez importante, parce que tous les jeunes qui devraient être pris en charge le seraient, ce qui est à mon avis pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était super intéressant, vraiment. Et alors, j'ai raté une partie, donc je suis vraiment désolée si je pose une question auquel vous avez déjà répondu. Mais la médiation, du coup, est-ce que l'idée, c'est d'avoir, du coup, la volonté in fine entre l'auteur et la victime d'arriver à ce que l'auteur fasse quelque chose, donc par exemple une prestation avec laquelle la victime soit d'accord, ou ça, c'est juste, il y a d'autres finalités qui sont visées par cette médiation? C'est une très bonne question. L'objectif minimal, c'est ce qu'on appelle des échanges utiles, c'est-à-dire simplement un dialogue. Ça, c'est l'objectif minimal. Si au moins on peut arriver à ça, la médiation continue et aboutit. Maintenant, ça, évidemment, on essaie de voir plus que ça. Donc il peut y avoir des demandes des victimes pour un remboursement, ou pour n'importe quoi d'autre, parce que la victime peut demander ce qu'elle veut, et à ce moment-là, ça peut aller plus loin. On peut aussi avoir un engagement, donc on peut avoir des auteurs qui s'engagent à ne plus causer de problème à la personne, par exemple, si c'est des gens qui sont encore dans un environnement où ils pourraient se croiser. Voilà, mais le minimum, c'est des échanges utiles, donc simplement des questions-réponses. Se parler suffit donc pour que la médiation aboutisse? Oui, c'est ça. Et ça peut même être donc indirect, donc on peut avoir des échanges utiles indirects qui transitent par le médiateur. Ça, c'est le minimum du minimum. Voilà. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin aussi, mais il suffit de ça pour que ça puisse aboutir et que du coup, après, le parquet et le juge reçoivent un accord de médiation où c'est indiqué que ça a abouti. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais au tout début de la conférence, vous sembliez avoir dit qu'environ 50% des recours introduits par les jeunes aboutissaient à un changement du jugement. C'est pas inquiétant, ça? C'est une très bonne question aussi. Est-ce que c'est inquiétant? Je ne pense pas que c'est inquiétant, je pense que c'est plutôt un indicateur de fonctionnement sain de la justice. Alors, je vous explique pourquoi. Comme j'ai dit, il n'y a pas un tableau qui définit en fait les sanctions ou les mesures que vous allez avoir en fonction de ce que vous avez fait. Ça reste à l'appréciation du juge. Et donc, il y a une certaine subjectivité et le juge doit estimer, avec sa personnalité et son vécu à lui aussi, et les informations dont il dispose, qu'est-ce qui est le mieux pour ce jeune et pour la société. Et donc, il y a beaucoup de possibilités, en fait. Deux juges pourraient prendre des décisions complètement différentes. Et donc, si le jeune n'est pas d'accord avec ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça
ça arrive chez un autre juge, donc qui est le juge d'appel, et qui va en fait vraiment prendre en compte l'argumentation en fait du jeune et de son avocat par rapport à la décision et à la procédure, et juger de son bien fondé. Et effectivement, alors, dans certains cas, ça peut être simplement que le juge d'appel estime que la décision était trop dure par rapport au niveau de preuve qui existait, par exemple. Mais ça peut être aussi, parfois, des décisions qui ne respectent pas totalement la loi ou la procédure prévue. Donc ça peut sembler bizarre de dire que les juges ne respectent pas la loi, mais ça arrive. Voilà. Donc il y a des décisions qui sont, pour certains principes très précis, pas tout à fait légales, ou certains principes ne sont pas tout à fait respectés. Maintenant, on n'est pas dans des questions où c'est 100% noir ou 100% blanc. Il y a une part un peu d'interprétation, souvent dans le droit. C'est ça qui fait que c'est parfois compliqué. Et notamment, il y a un principe qui dit en fait qu'il faut penser aux mesures de justice restauratrice avant, par exemple, de l'enfermement ou des sanctions. C'est un principe philosophique qui est dans la loi. Maintenant, comment est-ce que vous définissez que vous avez appliqué ça ou pas, et à quel point, quand est-ce qu'il faut commencer à l'appliquer ou pas, quand est-ce que c'est légitime ou pas, ben c'est un peu arbitraire. Donc ça, c'est laissé aussi du coup à l'interprétation du juge de la cour d'appel. Donc il y a comme ça dans le droit des marges de manœuvre interprétatives qui peuvent être vues différemment par deux juges différents. Voilà. Je réponds à moitié à votre question, mais c'est l'ambiguïté en fait du droit aussi qui veut ça. Donc tu as parlé d'une proportion quand même pas si grande de jeunes qui sont vraiment en infraction. Est-ce que la proportion de jeunes, elle est plus grande que la proportion de jeunes parmi les jeunes qui font des délits? Est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que la proportion d'adultes parmi les adultes qui font des délits? Genre, est-ce que les jeunes sont particulièrement des populations qui font plus ou moins de délits? Alors c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Je ne me rappelle pas d'avoir jamais lu, j'ai pas du tout de statistiques démographiques adultes en tête, donc je pourrais malheureusement pas te répondre, mais c'est une bonne question. Je vais rester sur les adultes aussi. Est-ce qu'il y a des systèmes comme les SAR, mais justement pour des adultes? Parce que c'est pas inscrit dans le code, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont quand même mises en place, quoi? C'est beaucoup moins le cas en justice adulte. Alors il y a des choses qui existent, mais elles sont en général moins insérées en fait, dans le système judiciaire et plus des propositions, des possibilités extérieures. Alors souvent les personnes qui sortent de prison sont suivies par ce qu'on appelle les assistants de justice. Donc c'est aussi des personnes qui font une sorte d'accompagnement et peuvent aussi encadrer certains suivis, par exemple encadrer le fait que la personne va faire un suivi psy, qu'elle le suit bien, comment ça se passe, etc. Il y a aussi des peines de travail chez les adultes. Donc ça, c'est probablement, en tout cas, la mesure alternative la plus utilisée chez les adultes, notamment parce qu'ils n'ont plus de place dans les prisons. Donc il y a un grand recours aux peines de travail adultes. Donc oui, ça existe un peu, mais non, c'est quand même beaucoup moins présent. Et il y a une philosophie qui n'est pas la même non plus, parce qu'il y a quand même un peu l'idée que les adultes, ils ont été éduqués, ils sont responsables de leurs actes, et entre guillemets, s'ils font quelque chose d'illégal, ils l'ont choisi de leur plein gré, en connaissance de leurs moyens, quoi. Donc on est moins dans l'idée un adulte qui a commis un fait délinquant, c'est quelqu'un qui doit être éduqué, accompagné. Voilà, ça ne veut pas dire, on n'est pas dans du tout ou rien, ça ne veut pas dire que les juges pensent qu'il n'y a rien à faire à ce niveau-là, mais c'est quand même beaucoup moins présent. Et je pense, et là c'est mon interprétation, il y a une question très philosophique là derrière, qui est la vision de la société dans son entier, qui est que les criminels adultes, c'est plutôt des gens, en tout cas pour une partie du public, il faut punir. Voilà. Si vous êtes un criminel adulte, vous devez être puni. Il faut vous enfermer, il faut que ça soit dur, il faut vous faire souffrir. Voilà. L'État va exercer une sorte de vengeance à votre place sur les criminels adultes. Et la société a réussi à sortir de cette vision de la justice assez ancienne
pour les mineurs, mais moins pour les adultes. Voilà, là, je vous dis, c'est mon interprétation, c'est ma lecture, mais je pense qu'il y a encore un gros travail à faire au niveau des adultes, parce que, et je parle en tant que thérapeute aussi, avec 10 ans de pratique de thérapie, les adultes aussi, c'est des gens qui ont parfois eu des manques d'éducation pour certaines choses, c'est aussi des gens qui ont besoin d'être soutenus, accompagnés, c'est aussi des gens qui ont besoin de travail psychologique, c'est aussi des gens qui sont influencés par je ne sais pas qui d'autre. Enfin voilà, en fait, c'est pas parce qu'on est adulte que magiquement, on n'a plus aucun des problèmes ou des limitations des jeunes. C'est un continuum, évidemment. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de déni, en fait, de la société par rapport à ça, où on veut que les criminels, ce soient des gens qu'on fasse souffrir. On ne veut pas les aider, on veut qu'ils souffrent, on veut qu'ils payent, on veut les enfermer dans une prison. Même s'il est insalubre, on s'en fout, c'est très bien. Et donc, ça se voit très fort, parce que, par exemple, pour les IPPJ, il y a quand même une grosse volonté que ça soit des endroits éducatifs, modernes, avec des activités aussi proposées, des possibilités de faire du sport, un encadrement humain d'assez bonne qualité quand même. Enfin, c'est quand même des endroits où on a quelque chose qui est très humain, je trouve, même si c'est aussi très strict. Alors que vous comparez ça aux prisons et vous avez une philosophie mais vraiment différente, où vous avez des prisons, majorité des prisons qui sont insalubres, où les gens sont entassés dans des petites cellules parce que y a trop de gens pour le nombre de places prévues, donc on les entasse dans des minuscules endroits, il n'y a pas assez d'activités proposées. Et donc en fait, tout ça est lié à cette philosophie qui est il faut punir le criminel et pas l'aider ou l'accompagner. Et ça a des conséquences dramatiques parce que du coup, si vous avez 10 ans en prison et vous êtes enfermé dans une minuscule cellule, il n'y a pas assez d'accompagnement, ben dans quel état vous sortez aussi? Donc il y a beaucoup de gens qui sortent de la prison en étant encore beaucoup plus perturbés, même s'ils n'ont peut-être pas encore envie de faire des choses illégales, mais ils ne seront pas bien quand même. Et du coup, ça n'aide pas à la réinsertion. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est assez stupide en termes d'effets à long terme, parce que ça produit en fait des récidives. Donc ça produit des récidives parce que les gens qui vont en prison, ben, ils n'ont pas l'accompagnement qu'il faut et donc ils ont une chance de récidiver aussi plus importante après. Donc en gros, on se tire un peu une balle dans le pied en refusant constamment de mettre les moyens pour avoir une prison qui est humaine et aussi pour chercher plus d'alternatives à la prison pour les adultes, parce qu'il y a plein d'alternatives possibles à la prison. Bon, alors maintenant, ça se développe quand même un peu, notamment au bracelet électronique. Il y a beaucoup de personnes adultes sous bracelet. Donc ça, c'est déjà un peu mieux, parce qu'au moins, vous n'êtes pas désinséré complètement de votre vie de tous les jours. Voilà, donc ça, c'est quand même important. Donc il y a des philosophies comme ça qui doivent encore évoluer au niveau de la société pour permettre des prises en charge plus efficaces et aussi pour que les hommes politiques se disent « Ah bah ok, moi je vais pousser pour qu'on donne plus de moyens pour les prisons ». Actuellement, ce n'est pas le cas, et je pense que c'est parce qu'ils ont bien l'impression que la plupart de la population s'en fiche, en gros. Donc si la population s'en fiche, et c'est la population qui vous élit, bah, vous n'allez pas défendre une prison plus humaine ou moins de prison. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à développer, je pense, de ce côté-là. Voilà. Justement, en lien avec la question qui vient d'être posée, par rapport à vos différentes missions, parfois j'avais l'impression que c'était proche finalement de ce que les services d'aide aux victimes des maisons de justice proposent pour les adultes. Est-ce qu'il y a une forme de collaboration entre vous, parfois un relais, ou est-ce que c'est bien cloisonné, je me demandais? C'est plutôt cloisonné. Maintenant, effectivement, on propose des choses aux victimes. Mais ce que nous, on ne fait pas, c'est un suivi psy des victimes. Donc on fait uniquement pour les victimes, ce qu'on fait uniquement, c'est la médiation. Par contre, dans les services de victimes, vous allez avoir tout un accompagnement psychologique que nous, on ne fait pas, par exemple. Et puis nous, on travaille aussi avec les auteurs. Mais c'est vrai qu'il y a parfois certains chevauchements aussi entre ce qu'on fait et puis ce que font aussi d'autres services. Voilà, par exemple, un autre exemple en fait, qui rejoint votre question, il y a par exemple des services qui prennent en charge les mineurs qui ont commis des faits liés à des délits sexuels, par exemple, attouchement, viol, etc. Et donc eux font un travail spécialisé avec ces jeunes. Nous aussi, on fait un travail avec ces jeunes, du même type, en plus court. Donc il y a des chevauchements comme ça, entre pas mal de choses. Parfois, le secteur peut manquer un peu, c'est un reproche qui est parfois fait, peut parfois manquer un peu de lisibilité, dans le sens où il y a de plus en plus de services qui font de plus en plus de choses différentes en même temps. Voilà, donc ça, il y avait plus de cloisonnement avant.
Et je pense que c'est lié notamment au manque de moyens, parce que souvent, les services se retrouvent dans des dossiers où ils disent « Ah, ce jeune, il aurait besoin de ça, ça, ça. Oui, mais il n'y a pas de place, donc ça ne peut pas se faire. Donc du coup, nous, on va le faire quand même un peu pour aider. » Donc ça crée comme ça une sorte de phénomène qui fait qu'on a tendance à sortir un peu aussi de nos balises ou de nos limites pour aider les gens, parce qu'on a l'impression que parfois, ils n'auront pas cette aide ailleurs, même s'il y a parfois d'autres endroits qui font aussi, parfois de manière plus adaptée, certaines choses. Voilà, donc ça répond un peu à votre question, quoi. Je propose d'applaudir une dernière fois Jérémy.